Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Effectivement, voilà, la question que je me suis posée, c'est voilà, tourisme polaire, j'y vais ou j'y vais pas. En effet, on voit de plus en plus d'offres. On voit des offres très attractives. Alors, je ne vais pas dire financièrement, mais il y a quand même de plus en plus de tours opérateurs qui proposent d'aller en Arctique. Et il y a également des offres au niveau de la France et des opérateurs français qui proposent d'aller dans des régions qui, pourtant, pendant longtemps, étaient plutôt réservées donc, aux populations locales, bien sûr, pour l'Arctique, mais également beaucoup pour les scientifiques pour l'Antarctique. Et en fait, on voit un développement du tourisme et on voit même quelquefois développer cette idée que, ben voilà, faut y aller parce que peut-être que bientôt, ça sera trop tard. Donc, on parle de plus en plus de tourisme de la dernière chance. Certains opérateurs l'évoquent eux-mêmes, mettent en avant ce tourisme de la dernière chance comme une offre qu'il ferait aux personnes d'aller dans les régions polaires. Donc en fait ici, c'est de savoir, voilà, j'y vais pas, oui, peut-être, oh, bon, je ne sais pas trop, comment je vais le faire. Et donc j'ai envie un petit peu d'aller sur ces questions en partant voilà, d'un constat avec un développement, une diversification des activités touristiques. Et bien sûr, à ce développement de ces activités, on associe des risques qu'il faut aborder. Et donc, je terminerai par un besoin de gestion. Alors, du côté de l'Arctique, c'est toujours difficile de savoir combien de personnes vont visiter l'Arctique en tant que touristes. Alors, ce matin, dans le train, venant de Brest, j'ai pris un peu de temps. J'ai fouillé, j'ai regardé un petit peu les chiffres. C'était assez contradictoire, suivant la façon dont on va aborder le tourisme. Donc, je suis restée sur des chiffres un petit peu anciens, parce que là, ça permettait donc de voir que dans quel que soit les régions arctiques, il y a un développement du tourisme et on le voit également sur le Groenland, par exemple, avec encore beaucoup d'activités de croisière, mais il ne faut pas négliger non plus de tourisme qui arrive dans la région par avion. Pour l'Antarctique, c'est plus simple. Parce qu'on a une façon de compter depuis pas mal d'années. Et là, donc, on a effectivement un tourisme qui se développe également de manière importante. Alors, vous pourriez dire, effectivement, c'est pas grand monde. Voilà, c'est vrai que par rapport à d'autres régions, le nombre de touristes est limité. Mais il ne faut pas négliger le fait que le tourisme en Antarctique se retrouve dans les mêmes régions, donc c'est-à-dire que le tourisme est limité spatialement, mais il est également limité temporellement. En fait, le tourisme, on va le voir, l'observer essentiellement pendant l'été. Donc, on a vraiment une concentration d'activités et donc on a également de fait une accumulation de risques sur un temps et sur des zones limitées. Mais non seulement on a cette augmentation, que ce soit en Arctique ou en Antarctique, on a une augmentation de ces activités touristiques, mais on a également une diversification de ces activités touristiques. Diversification, c'est sûr qu'il y a toujours ces croisières que l'on voit, mais maintenant il y a beaucoup plus d'activités qui sont proposées. Alors maintenant, ça devient assez classique, faire de la plongée, sauter d'un quai dans l'eau froide, mais après on a du ski ou des choses peut-être plus originales, voilà, faire du yoga. Là, on a récemment vu des articles avec des croisières échangistes maintenant que l'on voit également dans ces régions polaires. Donc, on a donc une augmentation des activités touristiques, on a donc une diversification avec la recherche toujours de l'originalité, la recherche de capter d'autres personnes. Donc, il y a des risques.
Il y a des risques associés à ces activités, des risques associés aux activités polaires, tant en matière environnementale, mais également en matière sociale. On voit des accidents. Voilà, j'ai mis quelques exemples. Alors, vous allez dire un peu anciens, mais qui sont très, très emblématiques parce que on a eu quand même des événements malheureux en Arctique et en Antarctique, avec également des risques associés, par exemple, à la sécurité dans le coin et donc le sauvetage des navires qui venaient porter secours, se retrouvant, par exemple, coincés dans les glaces. Mais tous les ans, on a des accidents liés justement à la navigation dans des eaux particulières et avec des activités aussi qui peuvent être dangereuses pour la sécurité des personnes. Quoi qu'il en soit, en matière de risque, bien sûr, il y a toutes ces menaces environnementales. Donc là, j'ai plus mis peut-être une approche de croisière, mais on a des pollutions qui viennent des navires, des pollutions sonores, des pollutions atmosphériques également. Si on a un accident, il y a le risque de marée noire. Il y a le risque d'introduction d'espèces invasives également. Et il ne faut pas négliger que dans les régions polaires, en Arctique ou en Antarctique, on est dans des régions fragiles. On est dans des régions fragiles où tout dommage prend une proportion particulière. Une marée noire, on le sait et on le voit, et on l'a vu récemment au Royaume-Uni, une marée noire va avoir un impact sur l'environnement. Dans les régions polaires, l'impact sera encore plus important parce qu'il faut bien prendre en considération que l'environnement où aura lieu cette catastrophe est particulièrement fragile. Il fait froid. Il n'y a pas des structures, des équipements qui permettront de réagir rapidement ou ça sera plus lentement. Et après, tout dépendra également de l'époque à laquelle on aura cette pollution. Donc, toute pollution prend une proportion particulière. Et donc, ici, quand on regarde ces activités touristiques, bien sûr, il faut envisager un comportement responsable. Bien sûr, on peut dire, ouais, c'est pas mal. C'est intéressant d'avoir ce développement du tourisme. Ça peut être une opportunité économique pour les populations, par exemple en Arctique, une opportunité économique également pour la recherche scientifique. En Antarctique, typiquement, on sait qu'on n'a pas de moyens ou peu de moyens pour la recherche scientifique. La présence de navires peut permettre à des scientifiques d'aller sur le terrain. Cependant, cet environnement particulier, même si le nombre de touristes est limité, il faut prendre en considération un besoin, je dirais, urgent de gestion et un besoin urgent de gestion tant au niveau des opérateurs qu'au niveau des États. Et justement, concernant les opérateurs touristiques, ils se sont regroupés. Donc, on a deux associations qui sont l'AECO et l'IATO, donc deux associations de fédérations en fait d'entreprises. Et ces associations-là ont été créées par les opérateurs touristiques pour gérer leur activité. Et donc, il y a, au fur et à mesure des années, de plus en plus de membres pour ces deux associations, donc une pour l'Antarctique, l'autre pour l'Arctique. Et effectivement, on met très souvent ces fédérations comme les gestionnaires de ces régions en matière de tourisme. Alors, c'est sûr, quand on regarde ce qu'elles font, c'est intéressant. Elles vont mettre en avant le fait qu'elles vont créer des lignes directrices. Elles vont créer des lignes directrices pour leurs membres. Elles vont créer des lignes directrices pour imposer certains comportements à leurs membres, certains comportements également aux touristes, typiquement.
Et donc, on a véritablement cette impression d'une gestion qui sera efficace. Il ne faut pas négliger cependant quelque chose qui est très important et qu'on néglige trop souvent, c'est qu'il s'agit bien de fédérations d'opérateurs touristiques. Il s'agit de fédérations d'opérateurs touristiques et donc là, on a des choix. On a des choix, bien sûr, d'adhérer ou non à ces fédérations. Mais après, il y a d'autres choix également que l'on va pouvoir prendre en considération. À qui va-t-on demander l'autorisation, par exemple ? Quand on va en Antarctique, typiquement, avant une activité, quelle qu'elle soit, même des activités scientifiques, vous avez des démarches administratives à faire. Mais il peut être tentant d'aller vers un État qui serait plus souple qu'un autre. Donc on va choisir l'autorité nationale compétente. On peut choisir également le pavillon du navire. On le voit dans les activités de transport, on le voit également dans les activités touristiques. Vous avez un navire et vous avez la possibilité de l'immatriculer dans un État ou un autre. Et on choisira ce qui est le plus intéressant. On peut très bien choisir un pavillon strict avec un pavillon français, par exemple. Un pavillon, mais alors je dirais le vrai pavillon français, le pavillon de premier registre, qui sera intéressant en raison des contraintes qu'il impose. On peut choisir d'autres pavillons plus souples, des pavillons qu'on appelle des pavillons bis en France, pour ne pas les appeler des pavillons de complaisance. Mais après, on peut très bien aller véritablement vers des États réputés pour leur souplesse. Et donc, cette liberté est importante. Parce que, voilà, c'est liberté de commerce, je choisis. Mais automatiquement, il y a des risques associés à cette liberté. Les choix que je fais peuvent avoir des incidences sur le respect des règles, sur les règles que l'on choisit, et donc, de fait, les risques et les dangers associés. Donc c'est la raison pour laquelle il est plus qu'indispensable à mes yeux de réfléchir à tous ces risques. Nous sommes dans des régions avec un environnement très fragile. Ces régions-là présentent un intérêt pour tout le monde, scientifique bien sûr, mais pour tout le monde. Il ne faut pas négliger le fait que, et on le dit souvent, mais on l'oublie également souvent, c'est que ce qui se passe dans les régions polaires ne reste pas dans les régions polaires. Les pollutions que l'on va avoir dans ces régions peuvent avoir des incidences dans nos régions. Et donc, il y a aussi un risque de dumping touristique, c'est-à-dire le choix de la règle. Donc c'est pour ça que c'est indispensable de réfléchir, d'envisager une harmonisation qui soit la plus internationale et qu'on ait à peu près les mêmes règles au niveau des États. Et donc en Antarctique, on n'a pas la même façon de gérer. En Antarctique, nous avons un traité sur l'Antarctique qui gèle les prétentions territoriales. Alors contrairement à l'idée souvent que l'on a de l'Antarctique, l'Antarctique n'est pas un espace international. Il y a bien des États qui ont des revendications territoriales, la France par exemple avec la Terre Adélie, mais il y a une volonté de gérer quand même au maximum au niveau international dans le cadre de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Donc c'est une réunion qui se tient tous les ans et qui permet de prendre des règles complémentaires au traité sur l'Antarctique qui avait été adopté en 1959. Et là, en Antarctique, ce n'est pas réservé aux seules activités scientifiques. Il y a également des activités économiques qui peuvent être envisagées à condition de bien prendre en considération qu'il y a quand même une priorité qui doit être accordée aux activités scientifiques. Et donc petit à petit, on va adopter des règles au niveau international pour l'Antarctique. Pour l'Arctique, là c'est différent. En Arctique, nous n'avons pas une organisation classique comme on peut l'avoir pour l'Antarctique. Pour l'Arctique, il s'agit du Conseil de l'Arctique, qui est appelé en fait un forum de haut niveau. La particularité, c'est qu'il comprend
bien sûr, des États, comme dans toutes les négociations au niveau international, mais en plus, on a des représentants des populations autochtones. Et en fait, le Conseil de l'Arctique ne peut être juridiquement qu'un lieu de discussion, mais pas de décision. Et donc, c'est pour ça que pour l'Arctique, il y a beaucoup de règles qui sont adoptées au niveau national. Et donc, cependant, on arrive quand même à négocier au niveau international, comme on l'a vu par exemple en matière de recherche et de sauvetage, en matière de pêche par exemple. Quoi qu'il en soit, on ne gère pas les deux régions de la même manière. Et il y a néanmoins une volonté d'adopter de nouvelles règles pour s'adapter aux risques qui se développent justement face à ces activités touristiques qui se développent et qui se diversifient. Et on a petit à petit des règles qui s'imposent, qui sont adoptées également alors, par une politique que je regrette un petit peu de petits pas. Mais petit à petit, on y va avec des obligations d'impact sur l'environnement, des obligations pour nettoyer les bottes, par exemple, pour imposer également un personnel formé à la tête d'un navire, par exemple, ou pour les expéditions, les explorations qui sont faites sur le terrain. Quoi qu'il en soit, on a justement cette idée toujours en droit entre le bâton et la carotte. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Comment fait-on? Et ici, en matière de tourisme, on voit que on a un marché un petit peu particulier. Il y a finalement peu d'entreprises. Il n'y a pas une grande diversification d'opérateurs touristiques et de fait, ils sont en concurrence. Ils sont en concurrence, donc à chaque fois, ils vont essayer de se diversifier. Ils vont essayer de montrer qu'ils sont différents des autres pour capter de nouveaux clients. Et après, bien sûr, ils vont être suivis par d'autres. Et c'est continuellement la recherche, une diversification des activités touristiques. On veut capter des clients, on veut développer son activité économique. Et là, ce que l'on voit dernièrement, c'est que, bien sûr, je peux me poser en tant qu'individu, en tant que client, est-ce que j'y vais, je n'y vais pas, mais il y a maintenant aussi une autre approche du côté des scientifiques, des chercheurs. En France, on sait qu'on a une recherche française qui est en difficulté, qu'elle soit au niveau général de recherche, mais également en matière de recherche polaire. On a de moins en moins de moyens et il est de plus en plus difficile d'aller sur le terrain. Et là, on va voir que les opérateurs touristiques vont se dire « Ah bah tiens, peut-être que ça serait intéressant d'aller vers ces scientifiques qui veulent aller véritablement sur le terrain. » Et donc, continuellement, les opérateurs touristiques vont chercher à se différencier, à cultiver leurs différences par rapport aux concurrents. Et donc, ils vont donner des offres de services uniques. Donc, souvent sur la base, j'ai mis 2 exemples, il y en a plein d'autres, hein, souvent sur la base d'un tourisme de luxe. On va également essayer de se différencier par des labels. Je vais essayer d'être labellisé Aiko, Yato. Alors, c'est pas trop difficile, souvent, il suffit vraiment de faire bien son dossier et de montrer qu'on a une volonté d'adhérer à ces associations. Mais après, il y a d'autres labels qui vont pouvoir être envisagés et après, on va le chercher vers des prestations uniques. Des prestations uniques, on va avoir la montgolfière, on va même pouvoir apprendre l'espagnol sur un navire de tourisme en Antarctique. Et on a, depuis quelque temps, une nouvelle offre. Effectivement, on propose aux scientifiques d'aller à bord des navires de tourisme. Et là, on a vraiment une grande discussion au niveau
des chercheurs, hein, que ce soit au sein de nos laboratoires ou au sein de nos associations, comme par exemple le Comité national français de recherche arctique-antarctique, je vais quand même le placer, donc le CNFRA. Donc ce sont vraiment des grosses discussions que nous avons. Il y a effectivement des personnes qui se disent, ouais, voilà, ces navires de tourisme, ils y vont, ils sont présents. Je vais peut-être pouvoir en profiter. Pourtant, on a également des personnes qui sont très opposées à cette possibilité d'aller faire du tourisme avec les opérateurs touristiques. Et donc là, on a mené une étude un petit peu auprès, alors là, on a fait auprès des chercheurs polaires français. Et effectivement, il y a quand même un constat d'une grande diversité d'approches auprès des chercheurs. Il y a des chercheurs qui acceptent cette idée de pouvoir aller sur un navire de tourisme pour mener des activités scientifiques, et il y a des chercheurs également qui sont farouchement opposés à cette possibilité-là d'y aller, de peur principalement de voir la recherche scientifique être un prétexte à des activités touristiques. Et donc, on constate plutôt une discussion depuis plusieurs mois maintenant, avec également des interventions des tutelles, donc du style le comité d'éthique du CNRS, qui dit oui, c'est peut-être pas si simple d'y aller. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et je vais terminer par là, oui, il y a un développement du tourisme. Il y a un développement du tourisme, il y a également une diversification du tourisme. Il y a également de nouvelles offres, et notamment avec cet accueil des scientifiques à bord des navires de tourisme. Donc, il est indispensable pour moi de prendre en considération qu'il y a également un risque d'éco-blanchiment, ce qu'on appelle le greenwashing plus généralement. Certaines entreprises peuvent être tentées de dire tiens, je vais pouvoir accueillir des scientifiques, ça va un peu redorer mon image. Et c'est pour ça que je considère qu'il est plus qu'indispensable qu'on réfléchisse à un comportement plus responsable des activités touristiques dans les régions polaires, une approche plus responsable qui repose bien sûr sur une discussion avec les différents acteurs. Il est indispensable à mes yeux que les chercheurs réfléchissent avec les tour opérateurs, avec les touristes, et également pour voir comment peut-on faire pour limiter ces risques, comment peut-on faire pour qu'on ait une activité qui n'ait pas trop d'impact sur l'environnement ou qui entraîne trop de risques pour la sécurité humaine. Alors moi je dis souvent, on me pose plutôt souvent la question, est-ce que j'interdirais le tourisme dans les régions polaires? Et je réponds systématiquement que non, je ne suis pas pour une interdiction du tourisme dans les régions polaires, parce que pour moi ça serait vraiment reconnaître qu'on n'est pas capable de gérer. Or, je suis sûre que l'on peut prendre des règles, renforcer les règles pour limiter les risques. Alors, si je ne suis pas pour une interdiction totale, en revanche, pour moi, il est indispensable d'interdire certaines activités, d'interdire certains lieux également, parce que voilà, il y a des choses que l'on peut envisager avec, par exemple, un voilier qui serait peut-être moins impactant, avec aussi la décision de ne pas aller, par exemple, trop près de la faune, par exemple, plein de mesures que l'on doit renforcer pour ne pas interdire totalement, et aussi, donc, ça passe quand même par certaines interdictions. Parce qu'il ne faut pas négliger ici le fait, je voulais terminer par cette image, on a bien sûr l'Arctique, l'Antarctique, mais par la voie des océans, tout cela passe vers chez nous à un moment donné également.
Voilà, c'est ce que je voulais évoquer avec vous. Donc je vous remercie pour votre attention. Et voilà, n'hésitez pas, je vous ai mis mon mail. Merci.